Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Partageons les secrets du parc. C'est l'invitation lancée par le Parc naturel régional d'Armorique. C'est samedi 11 et dimanche 12 avril. 69 visites et animations vont permettre de découvrir la richesse du parc d'Armorique. Et c'est totalement gratuit. Éric Berthoud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable tourisme et promotion au Parc naturel régional d'Armorique. Ce week-end, c'est la 4e édition de ce rendez-vous. Alors comme ça, il y a encore des secrets à découvrir au cœur du parc. Le parc est un territoire qui s'étend sur presque 20% du Finistère et effectivement, les ressources naturelles et humaines sont infinies puisque c'est un pays en mouvement depuis plus de 40 ans. Il y a beaucoup de renouvellement et effectivement sur 4 éditions, ça fait plus de 200 acteurs qui ont pu montrer une partie de leurs secrets. Et qui vont encore le montrer ce week-end. On détaille tout cela dans un instant. Avec nous en plateau également, un journaliste qui nous dévoile chaque semaine les secrets de l'économie. Christophe Boucher, bonjour. Bonjour Gwen. Alors vous nous expliquez aujourd'hui à quoi servent les CCI, les chambres de commerce et d'industrie. Oui, parce que mercredi matin se tient à Brest l'AG, l'Assemblée Générale des CCI de Bretagne, et une AG importante, puisque les chambres vont être réformées en 2017, et je vais en effet tenter de vous expliquer un peu à quoi servent ces CCI. Mais vous allez y arriver, je pense. C'est tout de suite dans l'Instant Éco. Mais avant, on fait le point sur l'actualité de ce mardi 7 avril dans le Finistère. Et pour commencer, mouvement de grogne ce mardi matin à Quimper. Près de 200 parents et enfants ont manifesté devant l'inspection académique du Finistère. Ils protestaient contre l'annonce de 22 fermetures de classes pour la rentrée 2015 dans les écoles maternelles et élémentaires du département. Au même moment se tenait une réunion de concertation pour ajuster la carte scolaire de cette prochaine rentrée. Les ajustements seront finalement connus le 15 avril. En clôture de la semaine du breton, les mordus de la langue bretonne ont pu tester leurs connaissances samedi dernier lors d'une dictée et d'un quiz en breton. C'était à Plomelin, près de Quimper, et Camille Pochet était sur place. Même si cette année, pour mettre la langue bretonne à l'honneur, la région Bretagne avait prévu un quiz, 3 irréductibles villes ont également gardé l'idée de la dictée en breton. Face à la demande des habitués, Quimper, Quimperlé et Nantes ont réitéré l'expérience qui était au programme de la semaine de la langue bretonne depuis plus de 10 ans. Je pense que c'est important qu'on montre que la langue bretonne est une langue qui s'écrit, comme la plupart des langues du monde, et qu'elle s'écrit selon des codes qui ont été bien établis déjà, et montrer que nous essayons de respecter ces codes, c'est important. Qui peut être un petit peu attaché à un exercice scolaire. Et pour certains, c'est un petit peu difficile, mais je pense que la dictée peut avoir un côté ludique également. Suite à la dictée en breton, des équipes se sont affrontées dans le tout nouveau quiz. Objectif, rendre la langue bretonne plus accessible et attractive. Le breton a besoin effectivement du plus de locuteurs possible, de plus de gens qui apprennent le breton. On sait que la situation de la langue elle est un peu en danger, il y a un manque de renouvellement. Donc il faut, durant cette semaine de la langue bretonne, donner envie, informer, dire que tout ce qu'on peut faire en breton, que c'est un plus, que c'est aussi la culture du pays, et que sans la langue, la culture, elle peut pas aller de l'avant, et puis elle peut pas progresser. Donc il faut donner envie. Rendez-vous est pris pour la fête de la Bretagne le samedi 16 mai à Quimper. Au programme, spectacles de rue, danse, chant ou encore expositions et conférences. En ce week-end de Pâques, impossible d'échapper à la traditionnelle chasse aux œufs. À Guillers, près de Brest, plus de 6400 personnes ont participé à ce rendez-vous organisé au profit du Secours populaire, un record. L'association a ainsi pu récolter près de 20 000 € qui vont servir à mener des projets humanitaires. Comme de nombreux bambins, Camille Pochet s'est régalée. Reportage dans les sentiers du bois de Keroual. Ils étaient plus de 6 000 à s'adonner à une chasse bien particulière ce dimanche dans le bois de Keroual à Guillers. On est venu chercher des œufs. C'était très difficile de chercher les premiers œufs. C'était bien parce que
C'est bien ici parce qu'il y a plein de cachettes, il y a plein d'arbres et puis c'est pas facile à trouver. Je me suis bien amusée, mais par contre au début, eux ils en avaient un et moi j'en avais 0 donc... Les enfants sont occupés à fouiller les sous-bois et pour les parents, cela fait aussi office de promenade du dimanche. On estime 1 heure, 1 heure et demie de balade. Et puis bon, sinon on va écourter un peu si c'est trop long. C'est agréable, une bonne balade, ouais, c'est agréable. Et ces œufs-là ne risquent pas de fondre, ils sont en plastique avec un numéro inscrit dessus. Et comme tous les ans, c'est le Secours populaire qui est à l'origine de l'initiative. Dès 7h du matin ce dimanche, les bénévoles ont caché plus de 12 000 œufs en plastique. C'est 2 œufs par permis de chasse, donc voilà, 12 000 œufs pour cette 23e édition. Un permis de chasse, c'est en fait une entrée qui permet d'aller chercher donc, dans le bois 2 œufs en plastique numérotés et de venir ensuite échanger ces œufs contre des lots. Pour ce 70e anniversaire du Secours populaire, nous avons installé notamment un stand Copains du Monde pour sensibiliser les enfants aux droits de l'enfant. Et les bénéfices de cette chasse aux œufs vont être destinés à des projets de solidarité internationale pour aider d'autres enfants dans le monde et à un village Copains du Monde qui va se dérouler cet été à l'Échiagat où on va accueillir des enfants du Bénin, d'Haïti, de Madagascar avec des petits Bretons. Après avoir cherché les œufs, certains embarquaient dans une calèche pour découvrir le bois de Kéroual baigné de soleil. Dans le Morbihan, ce week-end de Pâques était également l'occasion de se souvenir. En 1975, il y a tout juste 40 ans, 15 000 personnes se rassemblaient à Erdevenne. Une manifestation pour dire non à l'implantation d'une centrale nucléaire. Ce fut le point d'orgue de plusieurs mois de lutte. 40 ans après, les militants de la première heure se sont retrouvés à Etel pour témoigner de cette mobilisation bretonne contre le nucléaire. Une mobilisation qui trouvera un écho quelques années plus tard à Plogoff dans le Finistère. Reportage de Fanny Coconnier de TB Sud. Sur cette plage aurait pu se dresser une centrale nucléaire, c'est ce qu'avait envisagé le gouvernement Messmer au début de l'année 1974. Mais très vite, la population se mobilise contre ce projet. Les premiers militants informent la population des dangers du nucléaire. Une trentaine de réunions est organisée. Marins-pêcheurs, ostréiculteurs, agriculteurs se mobilisent. Tout le monde s'y est mis. Moi, j'étais à l'époque le seul kiné sur le canton aussi, donc je voyais beaucoup de gens. Les médecins, ils étaient contre la centrale. Il y avait beaucoup de gens de tout corps de métier, les syndicats des ostréiculteurs, les marins-pêcheurs. Tout le monde était contre la centrale. Alors tout le monde s'y est mis et tout le monde a participé. Ce qui fait qu'en l'espace d'un mois, la population était contre à 90%. Et les maires devaient donner leur avis pour la fin décembre 2014. Donc on a eu 1 mois et demi pour retourner la population. Et une fois qu'on a retourné, il y a plein de maires qui ont voté contre, parce qu'ils savaient très bien que si cette sortie de la mairie en votait pour, ils seraient fait étriper. 10 des 11 communes concernées s'exprimeront finalement contre ce projet. Une fronde inattendue au pays du ministre de l'Agriculture d'alors, le maire de Carnac, Christian Bonnet, mais une mobilisation qui en amènera d'autres. C'était la première lutte, oui, et donc une lutte finalement qui a abouti assez rapidement. Alors, on en parlait tout à l'heure sur la cause centrale qui peut expliquer l'aboutissement de la mobilisation à Erdevenne, sans doute la surprise des pouvoirs publics sur une terre de droite qui avait peu l'habitude d'être bousculée par la population. Et donc des élus sans doute assez à l'écoute de ce que disaient leurs électeurs. Et donc je pense un recul assez prudent face à la montée de la mobilisation, sachant que par ailleurs, il y avait d'autres solutions qui étaient encore possibles pour EDF, notamment dans le Finistère. 3 sites sont proposés dans le Finistère, dont celui de Plogoff, qui deviendra le symbole de ce mouvement antinucléaire en 1980. Une dernière lutte avant 81 et l'abandon de projets de centrales en Bretagne par François Mitterrand. Aujourd'hui, seules 2 régions françaises ne comptent pas de sites de production nucléaire sur leur territoire, la Bretagne et la Corse. Pique-niquer au pied d'un moulin à Ouessant, naviguer à bord de la Recouvrance, sillonner le Ménésum au volant d'un véhicule ancien ou encore découvrir les troglodytes de Brasparts. Voici quelques-unes des animations proposées samedi 11 et dimanche 12 avril par le Parc naturel régional d'Armorique. Pour cette 4e édition, l'événement Partageons les secrets du parc invite à la découverte culturelle et patrimoniale du Finistère. Éric Berthou, donc vous êtes responsable tourisme et promotion au parc d'Armorique. Avant d'évoquer ces secrets du parc, rappelez-nous ce qu'est exactement le parc naturel régional d'Armorique.
Alors le parc, au diapason des 50 autres parcs naturels régionaux de France, est labellisé par le ministère de l'Environnement, est un établissement public qui réunit 44 communes, en l'occurrence, adhérentes, plus 4 villes-portes. Brest, statutairement associé depuis 1969, date de la création du parc, Landivisiau, Châteauneuf, Dufou et Carhaix. Ça a été le deuxième parc créé en France et le premier en Bretagne, il me semble. Oui, tout à fait. Donc c'est un peu l'histoire des parcs naturels régionaux de France. De 1969 à nos jours, 50 parcs, dont le parc du Morbihan qui nous a rejoints il y a peu, et le parc de Brière qui est en Bretagne de cœur, même si c'est en Loire-Atlantique. Sur le plan touristique, c'est souvent associé. Donc il y a même un autre projet sur la Rance qui, d'ici 2-3 ans, devrait voir le jour. On peut dire qu'il s'étend à peu près d'Ouessant à Guerre-l'Esquin et de Voilà. Landivisiau à Châteauneuf-du-Fou, c'est à peu près Oui, c'est géographiquement ça. ça. Avec 6 secteurs, les îles, la presqu'île de Crozon, la rade de Brest, l'Aude-Maritime, les monts d'Arrée ouest et est. C'est un concentré de Finistère et de Bretagne, et c'est le massif armoricain qui, lui, s'étend biogéographiquement sur 5 départements. Donc c'est vraiment des paysages et des cultures très représentatives. C'est l'intérêt de ce label Parc naturel régional. Alors, comment est né ce rendez-vous Partageons les secrets du parc? Quelle est l'idée de départ? Alors, au départ, il y a des commissions avec des élus, des techniciens. Et en 2008, un échange est intervenu à l'occasion d'une réunion sur l'idée de faire découvrir des secrets par des habitants et pour des habitants. Donc, des habitants se mettent en situation de médiateur, comme on dit aujourd'hui, mais tout simplement de guide, et leur font partager aux visiteurs, aux habitants, quelques éléments un petit peu inattendus ou quelques secrets de fabrication. C'est des lieux qu'on peut visiter exceptionnellement ce jour-là, comme un clocher par exemple, qui permet d'avoir une vue aérienne. Ils ne sont pas forcément ouverts le reste de l'année. Ouverts le reste de l'année. C'est la même chose pour des ateliers d'art, comme en 2013 où un luthier avait fait découvrir son atelier dans sa propre maison. Il fabrique des archers pour les quatuors, pour les maestros du monde entier. Alors, vous proposez cette année 69 lieux ou animations à découvrir. Comment avez-vous fait le choix? Il faut être inventif puisqu'effectivement, on renouvelle le programme à chaque fois. Et en 2009, il était de 30 animations. Il est passé à 69 au bout de 4 éditions. Il y a un engouement et en fait un élan qui nous porte à faire connaître un petit peu plus loin les secrets du parc, dans la mesure où on touche plein de domaines différents, de la culture, aux arts, à la nature, aux sciences. C'est ça aussi l'intérêt, c'est que quand on pense parc naturel, on pense balade, on pense nature, mais pas que. Il y a également de l'industrie de pointe, il y a également de la culture, effectivement, c'est très varié, quoi. Je pense qu'une des synthèses en fait de cette réflexion, c'est le club d'anciennes voitures qui a été créé en 1970, qui rassemble aujourd'hui plus de 800 véhicules. Ça va de la Ford T en 1914 et les débuts de l'industrialisation. Il fallait 93 minutes pour réaliser une Ford T. 93 minutes, c'est très peu pour réaliser une voiture, déjà en 1914. Il y avait beaucoup moins de technologie. Voilà, mais c'était le Fordisme, c'était le début de l'industrialisation. Donc il y a énormément de savoir-faire entre les garagistes, les passionnés, les motards, et puis l'occasion de découvrir en fait aussi des icônes comme la Coccinelle, voiture construite à plus de 25 millions d'exemplaires, ou la traction avant, qui est une fabrication française, une caisse autoporteuse pour la première fois avec des freins hydrauliques. C'était la modernité avant l'heure. Alors, puisque vous parlez de voiture, on va parler d'un lieu qui va révéler ses secrets justement ce week-end. C'est par exemple le garage solidaire à Carhaix. Alors, le garage solidaire, c'est finalement un garage qui permet de l'insertion et en même temps l'accès aux gens qui ont des minima sociaux, à la mobilité qui était essentielle pour trouver du boulot tout simplement. Donc c'est un garage qui s'est monté il y a quelques années et qui s'est dupliqué dans les départements d'Ille-et-Vilaine et qui montre qu'il y a des choses à faire dans l'insertion, dans la formation et l'accès à la mobilité professionnelle à un moment où on dit que la crise est terrible. Et il y a aussi des initiatives qui portent leurs fruits. Alors, puisqu'on est à Carhaix, il y a aussi du patrimoine à visiter, comme par exemple l'aqueduc. Oui, alors là, c'est les Mémoires du Crèze-Braise qui proposent un circuit insolite à partir de Carhaix.
et une itinérance de l'aqueduc vers le camp d'Artus à Huelgoat, qui est un camp gaulois. Donc on change d'époque et de site, mais Mémoire du Crèse-Braise a l'habitude de nous faire voyager dans l'histoire, et ça c'est vraiment très intéressant. Alors, Carhaix est une ville-porte, comme vous disiez, une porte d'entrée donc sur ce parc. C'est le cas également de Landivisiau ou de Châteauneuf-du-Fou, où là on va avoir un accès culturel à l'œuvre de Paul Sérusier, le peintre. Oui, là il y a une particularité à Châteauneuf-du-Fou, c'est qu'il y a une collection municipale qui accueille un certain nombre d'œuvres de Paul Sérusier et qui font écho aussi au Musée des Beaux-Arts de Brest, qui lui s'est impliqué dans la connaissance notamment des différentes œuvres grands classiques de la rade de Brest, avec des peintres comme Turner et autres. Et c'est très intéressant de se dire que finalement de Brest à Châteauneuf-du-Fou, on a un circuit artistique tout tracé, en passant néanmoins par les Monts d'Arrée avec les aquarelles de Lopérec, qui raconte l'histoire locale de Lopérec en aquarelle et en panneau. Donc là aussi, c'est une démarche très originale pour une commune du patrimoine rural de Bretagne. C'est l'occasion de rencontrer les habitants, mais aussi les artistes du coup tout à fait. Du parc. Artistes du passé et contemporains. Alors puisqu'on parlait de Brest, c'est l'ouverture donc sur le monde maritime avec de nombreuses sorties en mer à bord notamment des vieux gréements de la rade de Brest. Alors pour les sorties en mer, en fait, ça touche effectivement Brest, mais ça touche aussi Crozon avec un catamaran au départ de Crozon-Morgat. Ça touche aussi le centre nautique de Moulins-Mer, le fameux centre des classes de mer, avec 3 bateaux. Une barge qui accueille tout le monde, c'est-à-dire les personnes en fauteuil sont susceptibles d'être accueillies. Et puis deux anciens gréements, le Locmona, le coquillier de la rade de Brest, et Dalmat, une gabarre, qui permettent là de faire une remontée de l'eau maritime. D'accord. Un autre événement aussi, c'est Authentic Sailing qui propose des départs vers l'île Ronde au départ de Brest, je reviens à Brest, et qui propose sur des plans Harley des années 70-80, c'est des contreplaqués marines à l'époque, plan Harley il a fait plus de 200 bateaux. C'est des bateaux d'école de voile qui sont extrêmement légers, performants et qui font redécouvrir la nature en mer sur des bateaux simples. La nature sur mer et la nature en mer. Alors, en l'occurrence, Authentic Sailing restaure et reconstruit ces bateaux, ce qui est là très novateur. Ils ne font pas simplement que des balades. Alors, que sont les troglogytes à Brasparts? Ça attise ma curiosité. Alors, c'est un habitat à flanc de coteau qui, effectivement, offre un abri naturel pour héberger, en fait, des visiteurs dans un site un petit peu inattendu, pas très loin de la ferme d'Antéa et du Mont-Saint-Michel. Alors on va pouvoir continuer de façon exhaustive le détail, mais quelque chose aussi qui m'a un peu intriguée, c'est la typothérapie à Lopérec. De quoi s'agit-il? Oui, c'est un livre qui vient de sortir aux éditions Locus Solus. C'est un jeu de mots en fait sur les arts graphiques et les mots. Puisque en fait Stéphane Hervé, qui est un disciple de Fanche Henaf, graphiste bien connu, lui-même collègue d'Alain Le Kernec, a écrit une musique des mots avec des typographies très particulières. On dit, en prenant un petit peu de recul, que la calligraphie c'est la géométrie de l'âme. Dit-on, c'est vrai qu'il y a une poésie qui se dégage de ce bouquin, mais qui demande à être découverte. Eh ben, ça sera fait ce week-end, donc samedi 11 et dimanche 12 avril. Est-ce qu'il y a des secrets inavouables? Parce que là, la thématique, c'est partageons les secrets du parc. Est-ce qu'il y en a qui sont inavouables? Est-ce qu'il y a eu des histoires un peu outreculantes ou que vous n'avez pas pu ou recenser ou mettre là-dedans? Il n'y a rien d'inavouable, il y a tout à découvrir, mais il y a encore plein de ressources et on peut aller certainement encore beaucoup plus loin en renouvelant le propos au fil des éditions. Eh ben, c'est à noter que c'est ce week-end, donc partageons les secrets du parc et on le précise, c'est gratuit. Oui, tout à fait. À souligner le privilège que la Marine nationale nous a accordé en mettant à disposition 2 bateaux, le Dune des Mutins et Grande Hermine, le yacht de la Grande Hermine, qui seront présents au bassin Quai Malbert pour le plaisir de tous, à côté d'autres bateaux classés monuments historiques. Brest, donc, mais c'est à noter et il faut les en remercier. Et on va c'est noter un patrimoine aussi, national. Bien sûr, et on va noter que si tout est gratuit, les places sont limitées tout de même pour certaines animations. Il est donc préférable de réserver. Toutes les informations sur le site pnr-armorique.fr. Merci Éric Berthoud. Merci à vous. Et tout de suite, on passe à l'instant éco. Alors Christophe, vous nous expliquez donc aujourd'hui à quoi servent les CCI, Chambres de commerce et d'industrie.
Alors, pas trop glogite avec moi, désolé, on va être plus pragmatique. Alors oui, les chambres de commerce et de l'industrie ont dans leur mission historique la représentation et la promotion des intérêts de ces quelques 2,5 millions d'entreprises en France. Mais le réseau des chambres consulaires aide aussi à la création et l'accompagnement des entreprises. Il aide notamment les créateurs et repreneurs à lancer leur activité, mais aussi à développer leur marché, notamment, pourquoi pas, à l'international. Et les chefs d'entreprise bénéficient d'aides spécifiques pour les démarches administratives ou encore des aides au soutien des PME. Alors, la CCI est aussi un acteur de la formation. Ah oui, puisque les CCI, par le biais notamment des CFA, les centres de formation par alternance, les centres d'études de langue, ce qu'on appelle les CEL, ou encore les écoles supérieures de commerce, sont les seconds formateurs après l'éducation nationale. En Bretagne, ces centres forment chaque année 35 000 salariés là en formation continue, 1 000 jeunes en contrat de professionnalisation, 4 500 étudiants, notamment au travers des écoles de commerce, et quelques 3 000 apprentis. Et la Bretagne s'est spécialisée dans une offre régionale de formation, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. À Quimper, par exemple, la CCI a ouvert, il y a ça 3 ans, l'IRTEX, un centre de formation technique sur ce secteur d'activité-là. Et ça, c'est un des objectifs des CCI, c'est d'aller aussi vers l'innovation. Alors, quelles sont les entreprises affiliées aux chambres consulaires ? Alors, en Bretagne, 108 000 entreprises sont affiliées au CCI. Elles officient dans le secteur du commerce, de l'industrie, de la construction ou encore des services. Ces sociétés reversent leurs cotisations aux chambres de commerce et d'industrie. Avec cet argent, les CCI gèrent aussi certaines infrastructures telles que les plateformes aéroportuaires. C'est le cas pour l'aéroport de Brest-Bretagne ou encore les ports bretons. Certains sont gérés par les CCI. La CCI Bretagne assume pour sa part le traitement et les salaires de 1077 collaborateurs qui travaillent dans 8 CCI au niveau de la Bretagne, car oui, c'est l'une des caractéristiques de notre région, avoir 8 CCI, une régionale à Rennes et 7 CCI qu'on appelle territoriales, c'est-à-dire qui ont changé de nom depuis 2012 et il y en a 3 dans le Finistère, 2 dans l'Ille-et-Vilaine et une dans chaque département des Côtes-d'Armor et du Morbihan. Et donc le Finistère, c'est le seul département en France à avoir 3 CCI, Brest, Quimper et Morlaix. Cette répartition est historique et pourrait bien évoluer dans les années à venir avant la réforme d'ici 2 ans. Alors cette réforme va être au cœur de l'Assemblée générale qui se tient ce mercredi à Brest. Quels sont les enjeux de cette Assemblée générale ? Alors il y a 2 ans, un rapport de l'Inspection générale des finances, l'IGF, proposait la refonte du réseau des chambres de commerce et de l'industrie avec pour objectif de passer de 145 CCI à une seule par région d'ici 2017. Alors à l'époque on était encore à 22 régions, maintenant on va arriver à 13 régions, mais pour le coup en Bretagne ça ne va pas changer grand chose. Et en 2012, une première réforme a vu les pouvoirs des CCI territoriales déjà diminuer en perdant avec le transfert de certaines compétences. Puis est venue la ponction de l'État, ce que la France doit faire des économies, notamment 50 milliards, donc elle s'est dit on va essayer de piocher là où il y a de l'argent, et il en restait dans le budget des CCI. Et pour boucler son budget 2015, le gouvernement doit ponctionner 500 millions d'euros sur le fonds de roulement des CCI, c'est-à-dire que l'argent qui reste encore en trésorerie. À Quimper, par exemple, l'effet est immédiat, cela se traduit par 900 000 euros d'économie, une réorganisation notamment des services. Brest pensait ne pas pouvoir voter son budget encore en début 2015, et Franck Bellion, le président de la CCI, a parlementé beaucoup avec le gouvernement parce que l'une des actions aussi des CCI, c'est de faire du lobbying économique. Et voilà, on a un peu de place, ils ont leur place dans les hautes sphères. Et puis il a été voir le gouvernement et puis il a réussi à négocier et il a réussi à voter son budget en 2015. Et donc du coup, ce mercredi, ça va discuter fort autour de ça. Ça va sûrement discuter sec afin de faire des économies. Certaines CCI pourraient fusionner ou du moins se rapprocher. Morlaix et Brest sont en pourparlers. Quimper et Brest peuvent fusionner, mais rien n'est encore fait, d'autant que le nouveau statut de métropole pour Brest lui confère une place privilégiée dans le Finistère. Elle sera la seule à pouvoir accueillir la future CCI 29. Lors de cette Assemblée générale, on en saura un peu plus sur le calendrier de cette réforme. Il faut avancer et les futures élections des chambres consulaires auront lieu aussi à la fin de l'année 2016, c'est-à-dire l'an prochain. Et dans la foulée, on aura la réforme, donc les enjeux sont importants. Et on en parlera sur l'antenne de TBO ces jours prochains. Merci beaucoup. Dès demain, on en parlera.
Dès demain, ce mercredi, effectivement. Merci beaucoup Éric Berthoud d'être venu nous présenter cette animation Partageons les secrets du parc dans le parc d'Armorique, c'est samedi 11 et dimanche 12 avril. Vous avez un petit coup de cœur dans cette programmation? Non. Que l'embarras du choix. Vous allez donc courir de mer en terre et en passant par l'Aulne maritime. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Christophe. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouvel Instant T. D'ici là, passez une bonne soirée. Ciao.